Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er juin 2014. J'enregistre cette petite vidéo et après ça, je m'en vais m'épivarder sous le soleil. Et aujourd'hui, je vous parle de ceci, une saison chez Camille Lorrain, de Robert Filion, Carnet d'un compagnon de route, que je vous montre ici à l'écran. Alors, ce qu'on y lit en quatrième de couverture, c'est que Robert Filion est formé en philosophie, en littérature et en psychanalyse. Il est premier vice-président et associé chez Axiom Communication. Il possède une vaste expérience en communication, marketing, relations publiques et management des organisations. À titre d'expert conseil, il agit auprès de nombreuses organisations publiques et privées. De 1977 à 1984, il fut conseiller dans les gouvernements de René Lévesque, attaché plus particulièrement aux divers ministères que dirigeait Camille Lorrain. Alors voilà, j'ai écrit un petit texte, matrice, qui va me servir d'introduction à ce livre et je vais sans doute butiner d'un passage à l'autre d'un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de profit, ce qui m'a permis également de mesurer le décalage qu'il y avait entre la première administration péquiste qui a gouverné le Québec de 1976 à 1985 et de la comparer à la très brève administration péquiste que nous avons eue le 4 septembre 2012 au 7 avril 2014. Alors, voilà, je vais commencer comme ça. N'est-ce pas Bernanos qui affirmait que l'on ne comprend rien à la civilisation si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre toute espèce de vie intérieure? Sloterdijk posait aussi la question suivante: que puis-je enseigner? Et Baudelaire, je cite ici de mémoire, je serais conservateur s'il y avait encore quelque chose à conserver. Mais voilà, pas de vie intérieure sans enracinement. Soumis que nous sommes à la révolution permanente du capitalisme financier, nous peinons à trouver cet enracinement. Nous avons tous la nostalgie du temps de la lenteur, du temps des saisons, le temps où les cultures se mêlaient les unes aux autres, sédiments d'agrégats, de mots nouveaux désignant des réalités neuves, s'ajoutaient aux mots anciens, terreux, aux mots résineux, dans un délicat équilibre. C'est par la vie intérieure et son langage que se prolonge l'écho de la personne, son aboutissement. Dr Lorrain, psychanalyste, savait que c'est par la parole dite et reçue que la personne trouve les mots pour conscrire la souffrance. Les dire ces mots est un acte de guérison, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout pour les recevoir. Camille Lorrain, en analyse, s'est mis à l'écoute de nos silences rentrés, des non-dits, de nos colères, de nos peurs. Et Camille Lorrain a entrepris sur nous une sorte de thérapie collective. Pour moi, il y a quelque chose d'étonnamment beau et de singulier que la loi 101
que l'on appelle aussi celui qui l'a planifié, qui l'a réfléchi, cette loi 101, on l'appelle le père de la loi. Alors pour moi, il y a quelque chose de magnifiquement beau dans cette image du père protégeant la langue de la mère. Il y a quelque chose de l'ordre de la volonté ici, quelque chose de l'ordre de l'animus, j'aurais envie de rajouter. Quelque chose de l'ordre presque d'une certaine force masculine qui est bien souvent, trop souvent, mal perçue. Alors oui, donc, le docteur Lorrain savait que les défaites multiples survenues au cours de notre histoire avaient en quelque sorte affaibli notre dynamisme, notre élan vital. Il savait également qu'une personne privée de mots pour dire sa souffrance ne pouvait guérir. Il en va également pour les peuples qui sont sous tutelle économique, culturelle et politique. Nous avons tous les pouvoirs, sauf celui du politique. Nous avons vu également lors de la dernière élection provinciale du 7 avril 2014 que la question référendaire a ressurgi, ce qui confirme ma petite idée là-dessus, que les référendums sont en soi un acte d'indépendance, un acte de souveraineté. Que seul un peuple déjà libre peut se poser à lui-même des questions existentielles concernant son avenir. Les fédéralistes ne s'y sont pas trompés en voulant encadrer la tenue d'un prochain référendum. Nous avons donc eu, chose qui n'est pas si étonnante, une campagne électorale que je qualifierais de méta-référendaire. Peut-être est-il temps pour nous de réfléchir autrement à cette question référendaire. Le vaste chantier qui s'ouvre pour le Parti québécois dans les prochains mois devront réfléchir à cette question-là fondamentale. Le Parti québécois, vous le savez, je ne dirais pas a été rayé de la carte, mais assurément, les compteurs ont été remis à zéro. Et il devra faire preuve d'une très, très grande pugnacité et également d'une très grande ouverture afin de réfléchir à sa raison d'exister, à sa raison d'être et comment parvenir à réaliser son objectif premier qu'est de faire l'indépendance du Québec. Nous avons tous les pouvoirs, sauf un, l'essentiel, le pouvoir politique. Alors, c'est ce que nous raconte ici, dans ce livre de Robert Filion, Une saison chez Camille Lorrain. Mais c'est également aussi un livre de compagnonnage et un livre d'amitié qui nous livre de précieuses informations sur la carrière, la vocation de Camille Lorrain, sans que cela soit un pensum. Des carnets, c'est cela, ensemble. Un livre que n'eût pas dédaigné Montaigne, un livre d'affinité, sans que le légitime sentiment d'admiration n'étouffât son auteur. Il nous raconte l'improbable victoire du Parti québécois en 1976 et comment cette équipe-là, la plus diplômée universitaire du monde occidental, s'est affairée à mettre sur place son plus nécessaire projet de loi, la loi 101, qui faisait du français l'unique langue au Québec. Le Québec en tant que nation échappant enfin au piège mortel du bilinguisme institutionnel. Cette indifférenciation qui efface la singularité d'un peuple. Aujourd'hui, encore beaucoup confondent, hélas, la langue d'un État et celle des individus
le bilinguisme d'un État ou le bilinguisme des personnes. On y lit justement la page 124, passage que je vais vous lire ici à l'instant, qu'a relevé Robert Filion du testament de Camille Lorrain. Le temps était venu pour moi de réparer toutes les injustices, toutes les humiliations que les miens, dans mon village, et aussi partout au Québec, ont subi. Je voulais leur redonner la fierté de cette langue qu'ils aiment, à laquelle ils tiennent. Je voulais leur donner une langue qui leur permette non seulement de retrouver cette fierté d'une culture et d'une civilisation extraordinaire, mais également une langue qui leur permette d'accéder à tous les postes auxquels leurs talents, leurs aptitudes les destinent. Il s'agissait donc de réparer des injustices et des humiliations, de redresser une situation en train de devenir catastrophique, mais aussi de donner une chance, un outil d'épanouissement à tous les miens, à tout ce peuple qui, après 4 siècles de patience, était encore là et attendait les conditions de son épanouissement. De même, à la fin de sa vie, son ami et collaborateur, Fernand Dumont, s'expliquera de façon très précise sur cette question. À l'occasion des discussions qui ont entouré la confection et la promulgation de la Charte de la langue française, un problème a été mis particulièrement en évidence, la place prédominante de la langue anglaise dans la grande entreprise. Il ne s'agissait pas seulement de constater que l'usage répandu de l'anglais gêne l'expression des francophones en leur propre idiome. La langue, c'est toute une culture qui était reconnue comme facteur intrinsèque de pouvoir. Mais il nous faut entrevoir aussi que le pouvoir est présent dans la texture même de la culture. Ce qui me fait revenir au tout début où je posais la question fondamentale de l'enracinement. Et j'en suis venu à penser que les conditions de l'enracinement sont politiques et que cette langue-là, que nous avons enracinée sur ce territoire-là, eh bien, est un combat politique également. Il m'arrive aussi de penser que ce n'est pas tant un réflexe de coloniser qui nous pousse à parler anglais lorsque nous sommes mis en présence de gens d'expression anglaise, mais peut-être davantage un réflexe d'assiéger, car nous ne voudrions pas être entendus parce que peut-être nous percevons encore comme étant des ennemis. Nous ne souhaitons pas que notre langue soit entendue par notre adversaire de toujours. Avez-vous déjà songé à cela, qu'au fond, ce n'est pas tant un réflexe de coloniser, mais un réflexe de guérilla. On se cache pour ne pas être entendu du pouvoir, au fond. Alors oui, donc, je vais glaner ici et là un ou deux passages qui m'ont particulièrement plu. Entre autres, ici, Robert Filion nous dit que il y avait des conditions pour travailler avec Camille Lorrain. D'abord, il fallait savoir lire, il fallait savoir écrire, et fallait savoir rire. Que c'était un homme qui était extrêmement travaillant, mais en même temps qu'il le faisait dans la bonne humeur. Il y a un passage où René Lévesque dit de lui qu'il le qualifie de forçat. Attendez, je vais essayer de vous le trouver.
Alors, c'était fascinant. Ce qui m'a particulièrement fasciné dans ce livre, c'est comment ils étaient prêts, les péquistes d'alors, pour faire adopter la charte de la loi 101, contrairement à ce cafouillage qu'a été l'adoption manquée de la charte de la laïcité, qui a changé de nom, qui a rechangé de nom. Ici, ce que nous dit ouais. Et quand je faisais mention de qu'est-ce qu'on doit, que puis-je enseigner, m'a frappé également combien le travail de militant est un travail ingrat et difficile. Et le Québec, le Canada français, s'est battu pendant des générations pour pour assurer la protection de la langue française. Protection qui était liée à celle de la religion. Les deux ensemble faisaient la singularité de notre peuple. Nous avons collectivement décidé de nous débarrasser de la religion. L'État ayant pris l'État moderne québécois ayant pris le relais. Mais il nous tarde d'accomplir notre destinée. Ici, Robert Filion nous dit, toujours sur Camille Lorrain, quant à sa réputation d'inflexibilité, elle tenait plus de celui qui a appris à connaître son désir qu'à de l'entêtement. Pour l'essentiel, il faisait partie des êtres qui ont appris à choisir leur combat et savent ne livrer que ceux qu'ils jugent nécessaires. Plusieurs députés et attachés politiques n'étaient pas sans remarquer l'utilisation des symboles portés par le mot charte ou le chiffre 1. Mais quoique plusieurs fussent conscients de la puissance des symboles en politique, la plupart considéraient ces détails comme de petites fantaisies attribuables à l'érudition et à la formation européenne de Dumont et de Lorrain. C'était, sans aucun doute, ignorer la portée de la pensée freudienne qui pouvait animer Camille Lorrain. Ici, un autre passage assez étonnant. Si vous pouvez retrouver la source, n'hésitez pas à partager ça sur ma page Facebook ou même sur ma chaîne YouTube. Un jour début juin, quelques 300 barons canadiens-français signèrent une pétition dans les grands quotidiens pour s'opposer à la charte. Ce groupe, mobilisé par le Parti libéral, était composé d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise et de joueurs de hockey. Camille Lorrain voulut réagir immédiatement. Nous étions Robert Mécaille, Guy Rocher, André Baudouin et moi à la petite cafétéria du conseil exécutif lorsqu'il nous demanda ce que nous en pensions. Rapidement, nous proposions des noms. À tel chef d'entreprise, nous opposions un autre entrepreneur. À tel joueur de hockey, nous en confrontions un plus prestigieux, et ainsi de suite. En trois quarts d'heure, le compte y était. Une liste de sympathisants avait été dressée. Dans l'heure, les appels téléphoniques furent répartis entre les membres du cabinet et le ministre convoqua la presse pour présenter sa propre liste et traiter ses opposants d'inféodés. Chez les francophones, ce fut une des dernières manifestations de contestation, car la population continua, soit semaine après semaine, à exprimer son appui. Oui, et dans un score comparable à ce qu'a été l'appui à la charte,
un petit peu avant le déclenchement des élections. Ce qui est frappant, c'est lors de avant l'adoption de la loi 101, déjà à peu près 30% des Canadiens français s'opposaient à la loi 101. Je voudrais bien voir qu'est-ce qu'il se passe dans la tête de ces gens. Il nous dit plus loin, je vais conclure là-dessus, très longue vidéo. Il nous dit, Camille Lorrain, qui a été très, très ami avec Pierre Trudeau, il nous dit qu'au fond, Pierre Trudeau ressemble vraiment, vraiment à un indépendantiste. Qu'au fond, lui aussi a voulu un pays, a voulu créer a voulu fonder une nation. Ils ne se sont pas entendus les deux sur quelle nation au juste voulait-il faire, mais les deux étaient animés par le désir de faire un pays. Alors, au fond, fédéralistes et indépendantistes québécois auraient ce point commun. Les deux ont un irrépressible besoin et désir d'avoir un pays. Ils ne s'entendent tout simplement pas sur quel pays au juste, cependant. Alors, je conclue là-dessus. Ouais, la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. On va conclure là-dessus cette très, très longue vidéo, à la fois improvisée et réfléchie. Ce qui ne veut pas dire que je ne réfléchis pas en improvisant. Vous l'avez compris. Il, le Québécois, a constamment scruté le visage des maîtres auxquels le destin avait lié son sort. Il a étudié leur histoire, leur allure, leur héritage, leur conduite. Pour communier à une personne, à une beauté, à une efficacité qui leur enviait, il les a servis, s'est mis à leur école, les a imités, a fait sien leur schème de valeurs et leurs normes de comportement, jusqu'au point où il les a intériorisés et fondus dans sa propre personnalité collective en gestation. Insistant sur l'aspect de l'autonomie qu'évoque Hegel, il écrit dans le même livre, c'est toujours témoignage de Camille Lorrain, toujours dans le même livre, oui, donc. Oui, il faudra beaucoup de foi en ses valeurs et en son destin propre, beaucoup de courage, d'habileté et de persévérance, mais il le faudra si le peuple québécois veut enfin se rendre à l'évidence que sa sécurité, son épanouissement et sa créativité sur le plan culturel exigent qu'il se libère de ses vieilles servitudes sur le plan économique, aussi bien que politique, ou en d'autres termes, qu'il invente sa propre société. Et bien voilà, un livre que je ne saurais trop vous recommander, un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu avec, je dirais, une scrupuleuse attention. D'autant plus que la dernière raclée que le Parti québécois a subie à la dernière élection, eh bien, nous oblige à réfléchir beaucoup, 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 et peut-être à réfléchir autrement. Hein? Réfléchir en dehors de la boîte, disent nos amis anglo-saxons. Alors, je vous remonte le livre à l'écran. Merci, portez-vous bien, vous connaissez la suite, ma page Facebook, ma chaîne, ma librairie d'occasion et d'anciens livres voyageurs, ainsi que mon numéro de téléphone 514-736-0999. Allez, profitez de la journée, moi c'est ce que je fais. J'enregistre ceci, je partage ça sur ma page et je m'envole tel un oiseau souverain. Bonne journée.